Bienvenue à la deuxième saison de Comme à la maison. Nouvelle identité visuelle, nouveaux invités, nouveaux sujets. Très, très content d'être de retour et ce, toujours évidemment à la maison ou évidemment dans nos appartements. Donc, on commence en force avec un sujet tout aussi drôle que sérieux, évidemment, la culture du mime ou du mème, peu importe comment vous le prononcez, et de son utilisation dans les stratégies de communication. Je me présente, Jérémy Litt, je suis stratège marketing numérique chez Reflector Entertainment et je suis aussi le président du conseil de diplômés de la faculté de communication de l'UQAM. Donc, vous connaissez le concept, on parle avec des professionnels, des diplômés, évidemment, de la faculté de communication. Et aujourd'hui, on parle à un as du mime. Il nous fait rire et beaucoup réfléchir depuis quelques mois avec son compte Instagram des mimes gays. Alors, avec plus de 38 000 abonnés, pardon. Alors, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Thomas Dallaire. Allô? Salut Jérémy, ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien, merci. Merci de m'inviter. C'est vraiment une belle opportunité. Je suis bien content de te parler aujourd'hui. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme vous remarquez, dans les commentaires, là, on a des pirates de la toile qui sont là en train de polluer notre feed présentement. On est vraiment désolé. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait le ménage. Puis après, vous pouvez poser vos questions, évidemment. C'est une séance avec vous. On veut vous poser vos questions à Thomas et on va évidemment poursuivre malgré tout ce qui se passe dans les commentaires. On est vraiment désolé. Donc, on va réouvrir la section commentaires plus tard. Donc, Thomas, tu es diplômé du baccalauréat en communication profil télévision en 2017. Ça fait pas si longtemps que ça. Tu as été recherchiste, gestionnaire des réseaux sociaux en télévision et en radio, notamment pour les échangistes, le show de Rousseau, Cube Radio. Tu es aussi créateur de contenu pour Radio-Canada avant. Et tout récemment, tu as joint la boîte publicitaire, l'agence LG2. Et là, pendant la pandémie, télétravail, création, évidemment, tu as créé la page Instagram des mimes gays. Donc, des mimes à saveur LGBTQ+, et aussi beaucoup d'archives, beaucoup de Céline, beaucoup de culture, évidemment, populaire québécoise. Et le succès a été instantané. 38 000 abonnés. Alors, Thomas, explique-nous ce succès. Parle-nous des mimes gays. Puis, je vais même le mettre un peu, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, je le mets ici dans le stream. Voilà. Ouais, 38 000, hein? Presque 39 000 d'ailleurs. Hein? Wow. Ouais, quand même, précision. Pourquoi ça a marché? C'est une excellente question. Je me pose cette question-là à chaque jour quasiment. Mais je pense que après réflexion, je me suis rendu compte que c'était une niche qui n'était pas encore exploitée au Québec, là, l'espèce de compte mémétique avec des références très précises, très nichées au niveau de la communauté LGBTQ+. Ça, c'est sûr que moi, je parle plus de la communauté gay là, parce que c'est plus ma réalité. Mais je pense que le succès est beaucoup dû à ça. Puis le fait que, bon, évidemment, les archives québécoises, peut-être que c'était pas assez utilisé à ce moment-là non plus. Il y a plein de facteurs qui ont fait en sorte que ça a marché. Là. Je peux pas te dire, mais c'est l'effet pandémie aussi, l'effet que tout le monde était sur leur cellulaire à rien faire, je sais pas. Mais en tout cas, je suis très, très, très reconnaissant du succès et les gens qui ont partagé tout ça. Moi, je faisais ça pour le plaisir. Puis finalement, ça a été un beau succès qui m'a apporté plein de belles choses finalement. Totalement avec tous ces abonnés-là, puis l'interaction, puis surtout l'engagement qui est aussi, c'est pas que 38 000 personnes. Aujourd'hui, on mesure le succès par l'engagement, donc ça se passe aussi dans les messages en privé. Est-ce que tu sens cette effervescence-là, l'engagement? Ah oui, oui, effectivement, ben totalement, tant au niveau des commentaires que des messages en privé. D'ailleurs, j'ai beaucoup de difficulté à gérer ça, là, les DMs, là, tu sais, quand tu as plusieurs milliers d'abonnés sur une page, tu te rends compte qu'une gestion des DM, c'est très, très, très compliqué, là. Je reçois plusieurs dizaines de messages par jour, de suggestions de memes, de t'as-tu vu tel extrait, tu pourrais-tu faire tel joke, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Tu sais, j'essaie de gager tout ça. Mais non, j'ai beaucoup de plaisir, mais c'est beaucoup de gestion, effectivement. Tu sais, on parlait de LGBT, la réalité gay. Alors, pourquoi? Est-ce que tu avais un message à passer au départ Ben, quand tu as créé la page? au départ, là, je vais être bien franc avec toi, c'était que pour le plaisir. Là. J'ai starté ça un peu. Je suis pas le seul dans la vie qui a commencé une page humoristique, mémétique.
Donc, c'était vraiment, j'avais aucun plan, là, c'était vraiment pour le fun. Ça a été assez instantané, là, je t'avoue, là, au bout de 2, 3 semaines, j'étais rendu à 10 000 abonnés, là, donc ça a été assez instantané. Puis je me suis rendu compte assez rapidement que quand t'as une plateforme qui devient de plus en plus importante, t'as une genre de responsabilité qui vient avec ça aussi. Puis surtout, c'était comme une année qui était assez intense au niveau mouvement social, puis au niveau bon, il y a plein de choses. Puis moi, il y a certains mouvements sociaux qui m'ont particulièrement touché. Ben, ils m'ont tous touché, là, mais je veux dire, qui m'ont particulièrement interpellé cet été. Donc, j'ai ressenti cette responsabilité-là d'éduquer ou de dédramatiser certaines choses, par exemple, au niveau de la communauté gay, je voulais essayer de faire des blagues un petit peu plus sex-positives, un peu de démystifier un peu c'était quoi les personnes qui étaient séropositives, qu'est-ce que ça veut dire indétectable égale intransmissible. Tu sais, c'est de faire un peu des blagues par rapport à ça pour essayer d'éduquer les gens entre guillemets qui sont même au sein de la communauté que c'est pas nécessairement des sujets qui sont très connus. Fait que je me suis rendu compte que j'avais comme un genre de responsabilité. Puis moi, ça me tenait à cœur de parler de ces sujets-là. Donc, oui. Est-ce qu'on est en temps, justement, parce que, bon, c'est une page Instagram, Ouais. on fait des jokes, mais justement, est-ce qu'on est obligé de se positionner sur absolument tous les sujets qui se passent, le genre des conversations là, où on peut sélectionner, on n'est pas obligé nécessairement? Ben, mon Dieu, mais ça dépend. Tu sais, moi, ça reste quand même une page qui est assez personnelle, en ce sens que je suis le seul gestionnaire de cette page-là. C'est moi qui décide un peu son contenu, c'est moi qui décide vers quoi je veux aller, c'est moi qui décide de quoi je veux parler aussi. Je ressens une responsabilité jusqu'à un certain point. Tu sais. Par exemple, bon, justement, là, je parlais tout à l'heure de certaines réalités de la communauté LGBT. J'ai fait aussi, tu sais, mettons, j'ai fait une levée de fonds pour Interligne. Ça, c'était complètement ils m'ont pas appelé pour faire une levée de fonds. Là. C'était comme on parlait beaucoup des agressions sexuelles là, cet été. Là. Puis il y a un problème au niveau des inconduites sexuelles au sein de la communauté gay entre hommes. Puis ça, c'est un flou qui existe depuis toujours. C'est un flou qui, qui est pas assez discuté. Puis moi, ça me tentais d'en parler avec la communauté qui me suivait, puis avec les gens qui avaient envie d'en parler aussi. Fait que j'étais comme ça existe aussi entre hommes, tu sais, les agressions sexuelles et tout ça. Donc, j'ai décidé de faire une petite levée de fonds pour Interligne qui vient en aide directement aux gens qui sont victimes de tout ça. Donc, ça dépend vraiment. On dirait que je suis encore de ta question. C'est quoi ta question? On parle de... Donc, c'est justement déconcentré aussi avec les pirates, comme je les appelle, les fameux hackers qui sont... Ben oui, je regarde ce qui se passe. C'est quoi normalement, ce qui arrive, c'est après 2 minutes, 3 minutes, se dissipent. Là. Donc, on a des gens à l'UQAM présentement qui sont en train de bannir ces gens-là, de voir. Alors, on l'a honnêtement. Fait que, les gens qui nous regardent, on est vraiment désolés. Puis, on peut voir vos commentaires quand même. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Thomas sur les mimes. Est-ce qu'on réussit à dire des choses qu'on ne peut pas dire grâce aux mimes? Est-ce qu'on peut parler de sujets plus délicats grâce aux mimes? Ben, mon Dieu, je pense que oui, ben, à un certain niveau, là, tu sais, comme moi, mettons, un niveau très personnel, je te dirais que, tu sais, mettons, sur ma page, là, ça reste quand même très personnel. Il y a beaucoup de blagues là-dedans qui sont des choses que moi, j'ai vécues personnellement. Puis, comme je te disais tantôt, j'essaie de rendre certains aspects plus négatifs ou moins connus de façon positive, que ce soit de la sexualité, que ce soit de l'orientation sexuelle, que peu importe, tu sais. Donc, de ramener ça à la blague, je trouve que ça démocratise un peu cette réalité-là que tout le monde vit, mais que ça peut être un peu tabou dans, tu sais, je sentais que je fais des blagues là, par rapport à l'occupation double, mais il y a certains, tu sais, quand on regarde un petit peu plus profondément des fois, je pense que de se réapproprier ce discours-là d'un vécu qu'on a vécu, puis de rendre ça de façon humoristique, je pense que les gens se reconnaissent là-dedans. Je pense que aussi ça permet aussi de propager ce message-là de belle façon, là, tu sais. Mais non, je pense qu'au travers de l'humour, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer, qui peut mieux passer, en tout cas, certainement. Ça fait peur. Puis on le voit, hein, c'est un des formats les plus partagés, les plus commentés, des pages et des comptes de mimes, il y en a à tonnes. Et
avec la pandémie, évidemment, il y a eu une explosion et tu as fait partie de cette vague-là. Alors, pour toi, je ne suis pas la seule page qui a du succès cette année, je tiens à préciser. Il y a eu une explosion, pas juste de pages de mimes, il y a eu des humoristes, des influenceurs, des gens qui se sont mis en scène. Il y a eu plein de gens qui ont du succès à cause facteur pandémie, là. Ça, c'est incroyable. Moi, c'est un phénomène qui me fascine complètement, là. Ça me dépasse. Je peux même pas te l'expliquer, là, tu sais. Et parlons justement donc le format fonctionne. Ça, on le sait, les gens se reconnaissent. Donc, pour toi, c'est quoi un bon meme? Pourquoi ça fonctionne? Un bon meme, pour moi, c'est quelque chose, il faut que la référence soit claire, il faut qu'elle soit connue par la majorité et comprise par la majorité des gens. Tu sais, un meme, c'est pas compliqué, c'est que tu prends une photo ou une vidéo parce que ça, c'est un des formats d'un meme, là, moi, c'est ce que j'utilise, là. Tu prends une photo ou une vidéo, puis tu mets une phrase hors contexte pour rendre la vidéo un peu plus drôle, tu sais. Ça, c'est tellement facile, ça existe depuis des années, là. Mais un bon meme, il faut que ça soit instantané, il faut que tu comprennes instantanément, il faut que ça soit... Ça marche aussi davantage quand c'est quand on parle de l'actualité, évidemment. Quand c'est des références très nichées au niveau d'une communauté, tu sais, mettons, moi, je prends des archives québécoises, tu sais, par exemple, ou des personnalités québécoises qui sont connues de toutes, là, tu sais. Moi, je prends beaucoup Céline parce que Céline, she's everywhere, mais tu sais, Céline, c'est infini, là, comme possibilité, là, puis ça, c'est compris par tout le monde, là. Donc, oui, il y a des gens qui parlent. Oui, c'est ça. Donc, Alexandre Turcotte, qui travaillait chez Ton Barbier à l'époque, nous pose la question justement, comment accèdes-tu à toutes les archives québécoises? Ah ben ça, c'est comment j'accède à toutes les archives québécoises. Mais ça, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ok, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie perdu sur Internet à regarder plein de choses obscures pour rien, parce que ça m'intéresse, les archives en général. J'ai des archives personnelles. Quand j'étais jeune, j'enregistrais des choses sur des VHS qu'aujourd'hui, j'ai numérisées. Et aujourd'hui, ça me sert. Fait que j'ai l'impression que toute cette expertise qui me servit absolument à rien toute ma vie, j'ai comme pu vomir ça sur cette page-là. Puis je me suis dit, OK, mais c'est pour ça que j'ai fait ça, finalement. C'est pour ça que je me suis éduqué toute ma vie avec des vieilles archives québécoises. Donc, non, mais tu sais, ça m'a servi à ça, finalement, tu sais. Mais non, j'ai perdu beaucoup trop de temps sur YouTube, là. En fait, mes archives sont majoritairement sur YouTube et j'en ai aussi sur des VHS personnels que j'ai numériques. Incroyable. Mais ça, on s'en doutait, là. Avoir la quantité de trucs qui va très, très loin quand même, des années 90. Donc, je pense que tu es une personne très curieuse à la base. Ce qui explique notamment peut-être ton succès. On a une autre question ici de Esteban, alors. Où prends-tu ton inspiration? Regarde tout ce qui se fait sur 9gag, par exemple. Sur 9gag, mon Dieu, pas tant que ça. Où est-ce que je prends mon inspiration? Mon Dieu, mais quand... Je suis comme n'importe qui, là. Je veux dire, quand j'ai starté cette page-là, j'avais pas un plan, là. Okay, je veux juste... Comme tout le monde, je vois des mimes passer dans la vie, je vois des mimes passer sur Facebook, je vois des mimes passer sur toutes les plateformes, mais mon inspiration, je l'ai principalement prise de mes connaissances, mettons, des archives québécoises, mettons, puis je savais où aller chercher certaines phrases, certains extraits qui pouvaient être pertinents pour faire les blagues que je voulais faire. Donc, mon inspiration vient de moi-même. Je sais pas, mais tu sais, je m'inspire peut-être indirectement de d'autres pages que je suis, là, je peux pas te dire lesquelles exactement. Clairement, puis je pense qu'il y a clairement des tendances aussi, puis il y a des filons, dans les mimes, les pages de mimes partagent d'autres mimes, s'inspirent, donc je pense que l'inspiration est sur Instagram aussi. Là. Puis on refait des versions de certaines mimes qui ont déjà existé. Là, tu sais. Merci Stéphane pour ta question. Peut-être moins souvent ça possible, tu sais. Mais voilà. Mais, ouais. On a beaucoup de questions sur les droits d'auteur, sur comment on trouve ça. Évidemment, il y a Van qui est quand même vraiment une bonne piste de solution. Si vous voulez trouver des images sur Google et des filtres, il y a certaines images qu'on a le droit de réutiliser. Donc oui, clairement, Van, c'est une bonne réponse. Alors, on continue. On parlait de justement les fameux bons mimes. Mais le phénomène n'est pas nouveau. On parle de ça aujourd'hui. Évidemment, on a des gens qui nous regardent aujourd'hui, travaillent pour des compagnies, des entreprises, se posent des questions sur les stratégies à mettre en place.
C'est quoi la plus grande différence entre le fameux Hey Girl de Ryan Gosling? Là, écoute, ça fait quand même une dizaine d'années de ça quasiment. Puis aujourd'hui, c'est quoi la grande différence entre les mimes là, de notre époque, là, de 10 ans, puis aujourd'hui? Ben, tu sais, ça dépend de ce que tu suis, là. Moi, de l'algorithme que j'ai sur mes pages, personnellement, de ce que je me rends compte, en tout cas, c'est que les memes sont beaucoup plus utilisés à des fins, je trouve, de sensibilisation, d'éducation, en tout cas, qu'à une certaine époque. J'avoue qu'il y a certaines pages ou certaines tendances mémétiques sur Twitter que je suis pas tant que ça, là, genre il y a sûrement des vagues de memes plus de droite ou whatever, mais tu sais, moi, je pense qu'à une certaine époque, c'était beaucoup plus simple, on dirait, les memes, c'était beaucoup plus... mais tu sais, le terme meme, là, en tant que tel, un meme, ça existe depuis toujours, là. C'est juste que là, c'est apparu sur les réseaux sociaux, puis c'est comme... mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a tellement de référents, puis tellement... Les gens ont tellement accès à l'information, puis peuvent tellement enregistrer l'information facilement, puis créer facilement leur meme, qui les possibilités sont infinies, tu sais. Peut-être qu'à une certaine époque, c'était plus difficile de créer facilement ce genre de blague-là parce qu'on n'avait pas, c'est pas nécessairement tout le monde qui avait des ressources, mais à un moment donné, il y a eu l'avènement de qu'on appelle là, le téléphone intelligent. Fait que c'est très facile. N'importe qui dans la vie peut créer un meme. Là. Fait que l'éventail de blagues et de pour tous les genres, là, plus à gauche, plus à droite, tu sais, tout le monde dans la vie peut faire ça. Je suis pas tout seul. Là. Tout le monde le fait. Non, tout à fait. Hein, la définition d'un meme, hein, c'est une image accompagnée d'un texte et un facteur. Un meme, ça peut être plein d'affaires. Ça peut être une photo. Les fameux, souvent on fait la distinction entre un GIF, par exemple, ou un GIF, là, et le meme. Tout ça, ça fait partie du même groupe. Quand on parle de format, évidemment, là, sur les médias sociaux, ça fait partie du même truc. On a une question, ça fait le pont au troisième segment de l'entrevue qui est plus attitré sur justement les stratégies marketing. Donc, Rosalie nous pose la question justement, c'est quoi l'avenir des mimes au sein des pages corporatives? T'sais, évidemment, on le voit, il y a beaucoup, Bernie Sanders. Bon, des millions de brands ont utilisé Bernie Sanders pour créer des mimes, que ce soit de la STM jusqu'à la pharmacie à côté de chez vous, tout le monde le fait. C'est quoi l'avenir? Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on en fait? Est-ce que toutes les pages corporatives doivent faire des mimes, doivent se mettre à créer des mimes? Ben non, pas du tout, selon moi. Là, en fait, l'avantage de ce genre de petites blagues-là ou de ce format-là ou de la reprise de ce qui est viral, tu sais, c'est sûr que ça peut rejoindre en tout cas, selon moi, ça peut rejoindre un grand nombre de personnes. Si on prend Bernie Sanders, qui est un mime qui a fait le tour du monde, puis qui a rassemblé, tu sais, tout le monde a créé son petit Bernie Sanders, là, à quelque part, tu sais, je veux dire, effectivement, ce qui est fort avec ce format-là, c'est que ça peut rejoindre énormément de personnes à cause que de la référence facile, tu sais, c'est comme tout le monde comprend la référence, en tout cas les gens qui sont sur le web, le moindrement, tu sais. L'avenir des mimes au sein des pages corporatives, tu sais, moi je travaille en publicité depuis très très peu, je tiens à préciser. Mais tu sais, oui, c'est un format qui est souvent adopté dans certaines marques parce que ça fonctionne, parce que ça fait rire les gens. Je pense pas que le meme en soi va mourir là, ou peu importe. Moi, je pense que ce qui va changer, c'est la façon dont on le crée, la plateforme sur laquelle les mimes vont apparaître aussi. T'sais. Je veux dire, là, en ce moment, les jeunes, les beaucoup plus jeunes sont sur d'autres plateformes, comme sur TikTok, où est-ce que le meme, c'est les gens qui se mettent en scène un peu, ils créent leur meme. Donc, la forme change, mais la forme du mot reste un peu la même. C'est juste la plateforme qui change, selon moi. Oui, tout à fait. Puis, une autre réponse aussi qui est importante, mais c'est selon votre audience. Toujours. C'est sûr qu'aujourd'hui, le meme s'est démocratisé à une vitesse grand V, évidemment, avec Bernie Sanders. Quand nos parents, quand ma mère me partage un meme de Bernie Sanders, là, je comprends que, bon, c'est rendu bien établi. Ouais. Mais mes parents aussi ont vu le meme de Bernie Sanders, tu sais, puis en tout cas, c'est beau. Donc, on a une autre question d'Esteban. Penses-tu que l'univers du meme a un pouvoir politique? C'est vraiment une bonne question. Oh, mon Dieu, mais certainement. Oui, clairement. Certainement.
Mon Dieu, ben il y a des juste il y a des gens qui ne font que suivre des pages de mimes dans la vie, qui ne suivent pas nécessairement l'actualité ou peu importe, ou puis veut pas, ça un mime, ça transmet une opinion, ça transmet une donc c'est sûr que ça peut avoir une influence absolument, absolument en tout cas. Ben, ça a une influence non seulement politique, mais en tout cas, j'ai l'impression que mais clairement, le phénomène, par exemple, du stock market GameStop, bon, c'est un événement qui est arrivé sur Reddit, dans des subreddits. Et finalement, on a parlé vraiment de que le meme a un impact aussi sur le marché boursier. Donc, donc le format, oui, de un, mais qui a un impact politique, clairement, économique. Donc oui, le meme aujourd'hui s'inscrit vraiment dans une grande tendance qui fait même changer les choses sur les marchés. Donc c'est hallucinant le pouvoir. Ça fait plaisir, Esteban. On a aussi Sophie qui rajoute exactement à l'audience, c'est le ton de la marque. Évidemment, pour revenir à la question de Rosalie, c'est exactement ça. L'utilisation des mimes pour des pages corporatives, ben, ça dépend de votre audience, de ce qu'il aime, de ce qu'elle aime, en fait, votre audience. Et quoi de mieux que d'essayer, des fois? Hein? Ben oui, des fois, en essayant, qu'on transforme un peu le ton d'une page, puis le ton d'une marque, puis qu'on peut avoir une autre audience, puis d'agrandir l'audience aussi. T'sais. Donc, osons. Mais est-ce que tu penses, tu sais, puis on parle de l'avenir là, des mimes, je pense que tu as un peu répondu à la question, mais on s'en va où là? Dans l'année prochaine, ça évolue tellement vite. Ça bon, où est-ce qu'on s'en va? Ben, tu sais, je veux dire, comme je disais tantôt, je pense que le meme a tendance à se transformer, à changer de plateforme, en fait. Moi, je pense qu'une plateforme comme TikTok, c'est magnifique pour plein de raisons, là. C'est une plateforme créative qui est extraordinaire, là. Donc, je pense que le meme est là pour rester, c'est juste qu'il va changer il va changer. Quand tu parlais de l'incarnation du meme, quand la personne se met en scène, je pense que c'est une des grandes tendances qu'on voit beaucoup dans la génération Z, notamment sur TikTok. D'ailleurs, je poserai la question à ceux qui nous regardent. Est-ce que vous êtes sur TikTok? Est-ce que vous consommez TikTok? Moi, je suis là depuis 2 minutes sur TikTok. Là. Moi, j'observe en ce moment. Comment? Je suis là, regarde. Je suis pas tant tendance que ça. Je suis là depuis 2 minutes sur TikTok. 2 minutes? Mon Dieu. Mais c'est quand même où on travaille. Par exemple, on analyse cette plateforme-là, évidemment, pour être présent. Et je pense vraiment que c'est une plateforme à surveiller. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait quelques années que c'est déjà en place. Maintenant, ça devient très, très populaire. Si j'étais vous, si vous étiez une marque, je l'analyserais selon, évidemment, encore une fois, votre audience. Oui, absolument. Non. Et c'est ça qui est fascinant aussi. Tu sais, mettons, moi, je me rappelle à mon époque, on a été les premiers adolescents à s'inscrire sur Facebook. Ouais. Là, c'est ça, les générations plus vieilles se sont inscrites, on s'est déplacé ailleurs. Puis là, c'est ça qui se passe aussi avec la génération plus jeune. Donc, là, en ce moment, TikTok, c'est très, 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 très jeune. Là. C'est ça qui est le fun. Puis c'est beau. Puis il y a pas... C'est super positif, je trouve, comme plateforme. On a une autre question d'Alexandre. Est-ce que ton audience est uniquement québécoise ou également dans la majoritairement, non, mais j'ai des gens, j'ai des Français, j'ai des Européens aussi, quelques Européens fans de Céline qui me parlent, mais sinon, c'est majoritairement québécois. Et ce qui est fascinant dans ma page, c'est que 75% de mes followers, en tout cas, c'est des femmes, c'est selon les statistiques que j'ai sur Instagram, c'est très binaire, là, mais je veux dire, c'est des femmes et c'est des hommes en minorité, alors que bon, les blagues que je fais, c'est surtout à référence homme gay. Là, donc, ça me fascine beaucoup de savoir ça. Et il y a beaucoup de femmes cis hétérosexuelles qui me suivent aussi. Ça, c'est en majorité, en fait, je dirais. Intéressant, mais on a d'autres questions aussi. De Julie Rose, cette fois-ci, qui nous dit, est-ce que le passage d'utilisation des mimes en corpo, donc dans le milieu corporatif, vient du fait que les milléniaux vieillissent? Attends un peu, j'ai juste la question. Est-ce que le passage... Ben oui, on vieillit, les amis. Il faut qu'on il faut qu'on se le dise. Là. Donc, la création de contenu pour des marques, par exemple, le fait que justement, toi, tu arrives tu travailles pour LG2, là. Donc, ce qui est, évidemment, tu vas avoir une influence sur la création des stratégies. Donc, clairement, que cette tendance-là s'inscrit notamment à cause que les milléniaux, ils travaillent. Est-ce que
la Gen Z va suivre cette tendance-là, va sûrement se retourner vers d'autres trucs, justement, en, quand on est réfractaire, finalement, aux autres générations qu'on veut faire à notre façon. Là. Sens-tu que la Gen Z va suivre ce mouvement-là? Tu parlais tantôt de TikTok qui incarne, on incarne un meme. J'imagine que c'est un peu une réponse aux vieux memes, qui sont un peu dépassés. Là. Ben oui, mais tu sais, comme c'est drôle parce que moi, le format que je fais, puis la plateforme que j'utilise, elle est déjà dépassée. J'ai l'impression, tu sais. Parce que les jeunes, ils quittent vraiment Instagram. Je réponds pas à ta question, là. Mais les jeunes, ils quittent complètement Instagram. Là. C'est vraiment 25, 35, 40, là, mon audience. Là. Donc, pensez-vous qu'on peut s'attendre à ce que la jeune suive le mouvement? Ben, je sais pas si c'est un truc de milléniaux, en fait. C'est vraiment une bonne question. J'ai l'impression que oui, c'est-à-dire que cette tendance-là s'est inscrite quand même il y a quelques années, là, ça fait quand même plusieurs années. Donc, la perception de ce format-là de la jeune génération peut avoir le même effet sur ben non, mais c'est un peu dépassé. Tout à fait. Je pense que oui. Mais ça, je pense que c'est un phénomène qui se produit constamment de génération en génération. C'est normal, puis ça, de plus en plus rapidement, Et c'est ça qui fait peur, c'est l'espèce de c'est exponentiel. TikTok, on arrive sur TikTok, puis là, les gens ils vont quitter TikTok vers un autre plateforme. C'est des cycles. Là, c'est TikTok, comme année, ça va être d'autres choses. Et ça fut Vine à une certaine époque, on se rappelle de Vine. Ça a duré 2 minutes, mais il y a eu Vine. Il y a eu Vine aussi, mais c'est pour ça que dans la tendance s'inscrit sur les formats courts. Le meme, ça se consomme en quelques secondes. Ça peut être un format vidéo aussi. Le meme, c'est pas nécessairement juste une image statique. Donc, je peux être aussi en GIF animé. Et les TikTok, c'est du 15 secondes. Donc, c'est... Absolument. Et même, je n'ai pas de statistiques, mais j'ai même l'impression qu'il y a de moins en moins de YouTubers tels qu'on les connaissait à une certaine époque. Tu sais, les jeunes ou les stars du web aujourd'hui sont beaucoup plus sur ces applications-là qui sont mobiles que dans des formats plus longs, plus traditionnels qu'on a connus sur YouTube aussi. Oui, tout à fait. Et même aujourd'hui, puis là, c'est peut-être moins la Gen Z qui est là présentement, mais on a aussi Clubhouse qui là vient de faire son entrée, une nouvelle application, des millions d'abonnés, où là, c'est l'audio qui est utilisé seulement, il n'y a même pas de vidéo, on voit personne. Et ça fait en tout cas, on préfère je pense, un comme à la maison sur ce sujet-là, tellement c'est hallucinant. Les vedettes sont là, les gens, ça va vraiment avoir un impact sur les événements. Donc, quand on dit que ça va vite, c'est que ça va extrêmement vite. Extrêmement vite. Moi, je n'arrive même pas à suivre tout ça. Là. Je vais juste te dire. Encore sur Instagram et je preach Instagram jusqu'à la fin de l'autre. On a Pierre qui nous dit que la Gen Z, c'est les gens qui sont âgés entre 9 et 24 ans. Je ne sais pas si c'est exactement la tranche d'âge. Mais oui, effectivement, si déjà ils ont 24 ans, ça fait du sens. Donc, clairement que leur façon de consommer. Mais tout ce que je voulais dire, c'était au niveau des formats. Donc, on était dans les formats courts, punchés, mais qui racontent une histoire. Puis on s'en échappera pas dans les stratégies de communication, de storytelling. C'est juste, dans le fond, ce que tu fais, c'est de raconter des histoires en une seconde. Tout à fait. C'est ça que je fais aussi dans mon travail. Moi, c'est fou, tu sais, mettons, partir de cette page-là, ça m'a apporté des opportunités inespérées. Tu sais, j'ai été appelé par LG2, puis là, je travaille pour eux depuis novembre, tu sais. Je me suis rendu compte que c'était une façon de créer que j'avais en moi depuis toujours, mais que j'avais pas, tu sais, mettons, moi, travailler en publicité, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé dans ma vie, c'était pas quelque chose que j'avais même... Ah ouais. J'ai pas du tout étudiant, tu sais, mon bac en communication est en télévision, ça n'a aucun rapport, tu sais, mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais, c'est exactement ce que je fais, en fait, dans ma page personnelle, mais tu sais, cette façon de créer-là, je fais juste le transposer dans le travail, puis je trouve ça extraordinaire. Mais parlons, par exemple, vous avez une page de mime, parlons de monétisation, parce qu'évidemment, les pages de mime, on peut faire de l'argent avec ça, là. On va pas se le cacher. On peut faire des partenariats rémunérés. On peut créer
devant des vêtements avec son logo. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui fait partie de ce que tu aimerais faire plus tard, monétiser ta page? Ben écoute, pas vraiment. En fait, j'ai eu des offres étonnamment, j'ai eu des offres pour faire de la publicité, mais j'ai toujours refusé. J'ai accepté une fois parce que c'était un truc de Céline, parce que je trouve ça très très drôle de faire un unboxing de Céline. C'est la seule fois où est-ce que j'ai été c'était même pas monétisé. J'ai reçu un unboxing, j'ai reçu une boîte cadeau là. Mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. Euh, Parce que j'avais comme des projets parallèles avec un de mes amis aussi, parce que j'ai décidé de faire une ligne de vêtements avec un de mes amis qui est un designer émergent, puis on veut aussi remettre une partie des profits à des organismes LGBT. Moi, c'est plus de cette façon-là que j'essaie de monétiser la page, entre guillemets, même si on la monétise pas tant que ça. Là. Mais c'est pas quelque chose ça m'intéresse pas d'être un influenceur, personnellement. Mais j'ai tout le respect du monde pour les influenceurs, ceci dit. Là. Mais oui, tu peux monétiser ta page Instagram, absolument, absolument. Mais c'est pas quelque chose que je fais. Non, présentement, il n'y a pas de, comme Félix a posé la question, il n'y a pas de revenus présentement. Mais c'est tout à fait possible. Mais c'est volontaire, ça me tente pas. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis le départ pour le plaisir, qui m'a apporté des opportunités incroyables. Puis ça m'intéresse pas d'être un influenceur. Non, tout à fait, mais en même temps, être influenceur, c'est pas nécessairement avoir un revenu. J'ai l'impression que tu influences positivement une communauté, par contre. Ça, c'est indéniable. Ah, ben, si on voit, oui, le terme influenceur dans le sens propre du terme, effectivement, si je peux avoir une bonne influence, si je peux changer les mentalités, si je peux apporter des réflexions, des discussions, effectivement, mon Dieu, ben, c'est ça me paye bien plus que n'importe quelle marque ou association que je pourrais avoir, là, tu sais. Donc, je pense que c'est ça que finalement, au bout du compte, je pensais jamais dire ça au début, là, au mois de mai l'année passée, mais un an plus tard, l'influence que j'aimerais avoir, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir des discussions et de démocratiser certaines réalités qui sont peut-être un peu tabous ou peut-être méconnues, même au sein de la communauté que je représente avec cette page. Mais je pense que ton revenu est clairement là. On le voit à travers ton contenu, notamment. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Je te remercie beaucoup, Thomas, d'avoir pris le temps de nous parler de la création des mimes. Évidemment, on peut te suivre sur Instagram avec la page des mimes gays. Pour vrai, ça vaut le coup. Allez vous abonner. C'est vraiment, c'est hilarant. Ça fait du bien. Surtout en pandémie, on a besoin de décrocher et surtout c'est ça, hein, de se sentir compris par d'autres personnes. Alors, on a aussi le prix de la relève qui s'en vient. Alors, jusqu'au 1er mars, vous pouvez déposer votre candidature. Le prix de la relève, ben, on souligne évidemment le parcours d'un diplômé pour son impact dans la communauté, mais notamment par son parcours. Donc, allez voir ça sur le site de l'UQAM. On va pouvoir le mettre en commentaire aussi. Et vous allez pouvoir évidemment appliquer. Et on fera un comme à la maison avec le ou la grande gagnante. Donc, on ne sait pas encore ce sera quoi le thème de ce Facebook Live-là en avril. On va parler cette année de plein de sujets vraiment palpitants, dont TikTok. On va parler aussi de Twitch, la plateforme Twitch. Et là, on a un commentaire aussi de Josiane qui nous dit « Oui, on veut un Clubhouse comme à la maison. Alors, si la tendance se maintient et qu'il y a vraiment un engouement pour la plateforme, pourquoi pas on peut faire un spécial Clubhouse ou même faire un comme à la maison sur Clubhouse si jamais c'est vraiment hot. Alors voilà. Merci Thomas d'avoir partagé ton parcours avec nous. Très inspirant. Puis on te souhaite. Grand plaisir. Donc, merci à tout le monde. Puis on se revoit dans 2 semaines. En fait, le mois prochain pour un prochain comme à la maison. Merci tout le monde. Au revoir.